Et salut à tous, donc aujourd'hui je vais parler de l'UFC qui vient de se dérouler maintenant, il y a quelques heures. Blades versus Volkov, donc c'est un combat heavyweight. Je ne vais pas parler de tous les combats, juste principalement du main event. Donc voilà, on va commencer directement par le main event. Curtis Blade contre Alexander Volkov, deux assez bons heavyweight qui sont... Là, ce combat voudrait au moins préciser qui serait le prochain contender peut-être en heavyweight. Curtis Blade qui est très bon, qui a perdu que contre Francis Ngannou. Donc là, le combat qui vient de se dérouler, Blade, il a dominé totalement le combat contre Volkov. Volkov qui est très bon debout. Blade qui est un lutteur, qui a bien sûr utilisé sa lutte pour pouvoir gagner. Donc pendant tout le combat, il donnait... Blades faisait des feintes de coups de poing pour que Volkov monte sa garde. Et après, hop, il le take down pour pouvoir après le travailler au ground and pound. Donc c'est une stratégie commune en fait de tous les lutteurs à l'UFC. Et une stratégie qui gagne souvent. Donc Alexander Volkov ne pouvait pas vraiment faire grand chose à part peut-être essayer de le mettre KO. Mais ça, il n'a pas réussi et Blades il a très très bien fait. Il a très bien combattu. C'est pas un combat passionnant, c'est très tactique on va dire. Hein. C'est normal de vouloir quand même gagner contre un Volkov qui est très puissant debout. Donc lui il a vraiment fait la meilleure stratégie contre un attaquant, un bon combattant debout qui est de combattre un peu debout et pour pouvoir après le takedown et le travailler en ground and pound. Et voilà. Donc voilà, le résultat était prévisible en fait. Et tout le monde s'attendait à ce que Blades fasse ce combat ainsi. Et il l'a fait. Du coup, Curtis Blade devrait combattre un top 5 en tout cas. Donc ouais, je pense que pour Curtis Blade, qui devrait-il combattre? Là, pour le moment, il est numéro 3 dans la catégorie et je pense qu'il devrait soit combattre Francis Ngannou une troisième fois peut-être. Même si je trouve ça un peu abusé. Donc faut pas oublier qu'il y a Daniel Cormier qui recombat Stipe Miocic pour la troisième fois pour savoir qui est le meilleur des deux parce que chacun a gagné une fois. Et donc lui, Curtis, devra peut-être... celui qui est au-dessus de lui, c'est Francis Ngannou. Eux aussi, ils ont déjà combattu deux fois. Francis l'a battu deux fois. Je trouve ça pas très juste pour Francis de recombattre Blades alors qu'il a déjà gagné deux fois. Il a rien à gagner de ce combat en fait. Donc honnêtement, je sais pas qui Curtis devrait-il combattre, mais peut-être Derrick Lewis, ouais, peut-être. Mais en tout cas, il peut pas être le prochain candidat parce qu'il y a Francis Ngannou après. Sauf si l'UFC décide de les faire se recombattre tous les deux une troisième fois. Donc voilà, on va passer au prochain combat qui était Josh Emmett contre Shane Burgos. Josh Emmett qui est très bon, un très bon featherweight qui est arrivé il y a 2-3 ans, il n'y a pas longtemps, et qui a battu beaucoup de gens, mais qui avait perdu violemment contre Jeremy Stephens. Pardon. Mais à part ça, il a gagné beaucoup de combats, notamment contre Michael Johnson, je vois. Et donc là, ce combat contre Shane Burgos, qui est aussi très bon, très violent debout, il était plus précis et il bougeait beaucoup mieux que Shane Burgos qui m'avait l'air un peu plus brouillon. Shane qui était plus grand, plus massif et il avançait beaucoup, il avait une meilleure dominance de l'octogone. Sauf que Josh Emmett se déplaçait beaucoup mieux et était beaucoup plus précis en fait sur ses attaques. Et il a un peu sonné plusieurs fois. Donc Josh Emmett a gagné ce combat par décision et plusieurs fois il a sonné Shane Burgos, je crois que c'est au troisième round. Du coup là c'est vraiment, il a montré qu'il était meilleur que lui, plus sharp, plus précis, peut-être plus d'expérience, même clairement plus d'expérience parce que Shane il est assez nouveau à l'UFC malgré qu'il a beaucoup de potentiel ce Shane. Et je suis sûr qu'on le reverra dans quelques années dans le top de cette catégorie. Donc le combat prochain pour
Donc le combat que devrait peut-être faire Josh Emmett, en tout cas un top, une personne qui est au-dessus de lui, et je vois au-dessus de lui peut-être Kelvin Qatar qui a un combat la semaine prochaine, je pense dans 1 ou 2 semaines, la prochaine carte en tout cas. Le gagnant, si Kelvin Qatar gagne, peut-être devrait-il combattre Josh. Ou bien peut-être Yair Rodriguez, je sais pas s'il va combattre bientôt, mais ce sera un beau combat. Yair Rodriguez qui est incroyable debout, ce serait deux combattants très forts debout, avec des styles totalement différents. Yair qui est beaucoup plus flamboyant, on va dire, dans sa façon de combattre, qui est notamment ceinture noire de taekwondo, il me semble. Et donc voilà, il est un peu plus flashy, mais hier j'aimerais bien le voir contre Zabit. Je sais pas lui s'il va combattre bientôt, mais c'était même prévu avant en fait, Yair contre Zabit. Comment il s'appelle, Magomed Sheripov, c'est un nom compliqué, mais ce combattant je l'adore, il est numéro 3 dans la catégorie. Donc voilà, si Zabit et Yair ne se combattent pas, je pense que peut-être Josh devrait combattre un des deux, ou même peut-être Kelvin Qatar qui combat dans la prochaine carte. Et il faut pas oublier que dans le 11 juillet, il y a le combat Max Holloway contre Alexander Volkov. Donc c'est une revanche pour Max qui a perdu contre Alexander Volkanovski. Mais ça, je vais en reparler tout à l'heure. Je vais essayer de parler des cartes qui arrivent prochainement après cette vidéo. Après le débrief de cette carte en tout cas. Alors, prochain combat, c'était... Oui. Mon ami Belal Mohamed contre Liam Good. Belal, c'est un américain d'origine palestinienne, donc c'est pour ça que je le soutenais beaucoup à ce combat, qui en welterweight. Belal qui avait... donc Belal Mohamed qui avait gagné 7 de ses 8 combats, 6 de ses 7 combats, et donc 7 de ses 8 combats après cette victoire qu'il vient de gagner contre Liam Good. Lui, il a un peu changé de camp d'entraînement. Il a été dans le camp de celui qu'il a perdu contre, donc Geoff Neal. Donc déjà, c'est ultra humble de sa part de vouloir aller s'entraîner chez la personne qui l'a battu pour au moins voir qu'est-ce qui a cloché chez lui et essayer de s'améliorer. Ça, je trouve ça ultra noble de tous les combattants qui font ça. Donc Bilal, il a fait ça et on voyait dans sa façon de combattre qu'il se déplaçait tellement bien autour de l'octogone et changeait de position tout le temps, garde orthodoxe ou non orthodoxe. Il était plus précis. Liam Good qui était impressionnant physiquement, il était plus grand, il dominait l'espace, mais il voulait absolument le mettre KO en fait. Liam voulait absolument mettre KO Belal Mohamed qui lui se déplaçait beaucoup trop bien. En tout cas dans les 2 premiers rounds et même le 3e, Liam Good qui a bien sonné Mohamed au 3e round, mais qui n'a pas pu le finir et Bilal a gagné 2 rounds contre 1 et du coup il a pu survivre le 3e round et il a gagné cette victoire et je suis très content pour lui et il a appelé à combattre peut-être Ponzinibbio pour le prochain combat parce que d'après lui Ponzinibbio il est dans le ranking top 15 alors qu'il n'a pas combattu depuis 25 ans d'après Mohamed. Mais voilà, donc ça pourrait être un beau combat pour Mohamed qui a bien évolué et qui a gagné en expérience. Et voilà, content pour lui en tant que Palestinien d'origine moi-même. Donc j'ai encore parlé de 2 combats. Jim Miller contre Roosevelt Roberts. Jim Miller qui est qui a beaucoup d'expérience à l'UFC et au WFC, il a combattu contre beaucoup et il a gagné contre beaucoup. Donc contre Roosevelt Roberts qui est assez jeune à l'UFC en tout cas. Donc c'était un combat qui soit allait montrer l'expérience de Jim Miller contre un Roosevelt qui lui s'il gagnait il aurait monté et montré que voilà c'est un futur potentiel contender au moins top 5 de cette catégorie. Et malheureusement pour Roosevelt, il a lancé un low kick à Jim Miller qu'il a attrapé
il l'a mis par terre et Jim Miller, qui est ceinture noire de Jiu-Jitsu brésilien, l'a soumis armbar directement, donc clé de bras directement, il a gagné. Donc victoire ultra rapide et dominante de Jim Miller, qui lui... Jim Miller, je sais pas qui devrait combattre. Là, c'était vraiment un combat pour voir si on allait lancer une nouvelle star dans cette catégorie ou bien juste confirmer que Jim Miller est encore dans le top 15 de cette catégorie. Aucune idée de qui devrait-il combattre prochainement. Il y a beaucoup trop de combattants dans cette catégorie. D'ailleurs, il combattait en catchweight, donc c'était un peu spécial. Je crois que c'est parce que c'est à cause du Covid et tout. Aucun des deux n'était sûr de combattre et ils l'ont peut-être programmé maintenant alors que c'était prévu après. Et le prochain combat et le dernier combat de cette carte que je vais parler, c'est Bobby Green contre Clay Guida, deux très expérimentés combattants. Clay Guida qui a pareil combattu tous les combattants en lightweight et featherweight, qui a beaucoup d'expérience et qui a toujours qui sautille tout le temps, qui a toujours de l'énergie. Ce type est dingue. Et contre Bobby Green, que j'adore, ce combattant, il est très bon. Il a gagné contre Josh Thompson à l'époque. Josh Thompson qui a battu Nate Diaz par KO. Donc c'est un combattant très bon. Ça veut rien dire, je sais que le fait que lui il a battu tel type, qui a battu tel type, ça veut dire qu'il est forcément meilleur. Je sais que ça veut rien dire, mais juste pour vous montrer que Bobby Green est très bon debout. Et que j'aime bien ce combattant parce qu'il a un peu... il trash talk pendant le combat. C'est un peu un Nate Diaz, quoi. Dans le genre, en tout cas. Donc ce combat, il a été jusqu'à la décision, mais c'était un très beau combat quand même à voir. Bobby Green qui combattait les bras très bas, pas de garde des fois, et Clay Guida qui sautait tout le temps, comme d'habitude, le connaissant. Mais Bobby Green l'a quand même bien donnait beaucoup des très bons. Il était très précis dans ses coups et il anticipait tous ses coups. Et même Clay Guida qui essayait d'avoir ça, de le faire des takedowns. Bobby Green, qui lui aussi est un très bon lutteur, a bloqué à peu près 2/3 de ses takedowns et il en a même fait lui-même contre Clay Guida. Et donc victoire totalement méritée pour Bobby Green. C'était une victoire serrée quand même, mais pour moi il avait gagné 2 rounds et il me semble que c'est ce que les juges ont donné. Il a même gagné 3 rounds d'après un des juges. Donc pareil, je sais pas qui devrait-il combattre, mais en tout cas je suis content de le revoir parce qu'il était absent à cause d'une blessure au genou, il me semble. Donc là il est revenu et même s'il est un peu âgé, je pense qu'il a dans les 37-38, je pense qu'il a beaucoup encore à montrer à l'UFC et je suis content de le revoir. Et Clay Guida aussi, je sais qu'il reviendra et il est très bon et il y a plein de combats qu'il pourrait faire prochainement, mais on verra ça une autre fois. Donc voilà, je vais pas parler des autres combats, mais je vais parler des prochains combats qui arrivent, dans les prochaines cartes qui arrivent. Il y a une carte vraiment très cool qui arrive le 28, donc semaine prochaine, qui est en main event Dustin Poirier contre Dan Hooker. Ce combat, il va être excellent. Donc Dustin Poirier qui avait combattu Khabib Nurmagomedov, le champion maintenant, Dustin qui était champion intérim à l'époque, et ils ont tous les deux combattu pour savoir qui est le vrai champion, et Khabib l'a battu par étranglement arrière au 2e round, il me semble. Donc Dustin a été frustré parce qu'il n'a pas montré tout le potentiel qu'il avait contre Khabib. Et donc Dan Hooker qui est un très bon un combattant néo-zélandais. Il y a plein de nouveaux combattants néo-zélandais, notamment Alexander Volkanovski, le champion featherweight, et Israel Adesanya, le champion middleweight. Donc Dan Hooker est un très bon néo-zélandais combattant pour lightweight. Et là, il a gagné plusieurs combats, notamment contre Paul Felder et Al Iaquinta. Felder qui était un combat très serré. Honnêtement, moi je pense que Hooker a quand même gagné, même si c'était serré, et même si Felder aurait pu gagner cette victoire, je n'aurais pas été étonné. En tout cas, ce combat, il s'annonce très beau, parce que tous les deux, ils aiment bien combattre debout, et ça va être explosif, je pense. Juste après, c'est un combat un peu bizarre. Mike Perry, qui est pareil, pas mal d'expérience, qui est très bon, qui est très agressif,
contre Mickey Gall. Je sais pas pourquoi ce combat il se passe. Mickey Gall qui est vraiment loin de l'expérience de Mike Perry. Je sais pas pourquoi ils combattent tous les deux. Peut-être pour laisser une victoire facile à Mike pour remonter après, essayer de combattre des meilleurs combattants. Mais Mickey Gall qui a combattu et perdu contre Diego Sanchez, il me semble. Donc voilà, combat bizarre, et même en co-main event de cette carte, je trouve ça vraiment bizarre. Il y a Gian Villante qui combat Maurice Green. John qui était un vétéran light heavyweight, qui la monte en heavyweight. On va voir, il y a plein de combattants qui montent en heavyweight, qui étaient en light heavyweight. On verra. Ah, il y a, donc je disais, Alexander Gustafsson qui est aussi un light heavyweight qui monte en heavyweight, qui va combattre Fabricio Werdum, l'ancien champion heavyweight. Ça, c'est un combat que j'ai très très hâte de voir. Je suis sûr qu'il va être très très intéressant à voir. Donc ouais, voilà, pour le reste de la carte, ce sont des combattants qui sont pas très très connus, mais je suis sûr que ça va être ultra intéressant de voir des futurs potentiels combattants contenders dans toutes les catégories où ils sont. Et donc la prochaine carte, on va parler de la main carte. Donc il y a l'UFC 251 qui va se passer à la Fight Island, l'île où Dana White a réservé pour faire tous les combats prochains. C'est une île qui est à Abu Dhabi. Et donc cette carte UFC 251, Usman contre Burns. Burns qui vient de gagner contre Tyron Woodley, qui était le précédent welterweight champion. Là, qui va combattre l'actuel champion welterweight, qui est Kamaru Usman. Ce combat aussi, il va être, je pense, très très intéressant. Gilbert Burns qui est très chaud, il est dans une bonne montée, et je suis sûr que ça va pas être aussi unidimensionnel que ce que les gens croient. Kamaru, je pense, est très très bon, il est un incroyable champion, mais Gilbert va pas se laisser aller, se laisser faire aussi facilement, et je pense à un très beau combat à faire, et très serré, je pense. Donc dans cette carte, il y a 3 combats pour des ceintures. Donc là, je viens de dire le combat pour welterweight. Donc il y a aussi le featherweight pour la ceinture featherweight, et aussi le bantamweight. Donc featherweight, c'est Alexander Volkanovski contre Max Holloway. Volkanovski qui est actuel champion contre l'ancien champion Max Holloway donc là ce sera une revanche pour Max. Revanche méritée parce que Max a été très très longtemps le champion featherweight, même l'un des plus longs champions featherweight de la catégorie avec José Aldo. Donc là je pense que même le résultat de leur combat avant, c'était très serré, je trouve, et Max n'a jamais été vraiment dominé. Alexander l'avait juste, allez, c'est horrible de dire ça, mais il l'avait juste battu grâce à ses low kicks, qui sont très efficaces, hein, je dénigre pas, mais c'est juste, Max n'a jamais été sonné, n'a pas été soumis, n'a pas été fini pendant ce combat, donc je trouve que c'est mérité pour Max d'avoir une revanche contre Alexander Volkanovski, et ça va être intéressant de voir la tactique de chacun. Est-ce qu'Alexander va rester dans la même stratégie de mettre des low kicks? Mais je pense que ça m'étonnerait, parce que Max maintenant connaît cette stratégie, il voudra probablement se défendre et essayer de faire autrement. Un combat très intéressant et imprévisible. Max qui est très très jeune, et relativement jeune encore, et qui voudrait absolument récupérer cette ceinture. Troisième combat pour une ceinture, qui est pour la ceinture bantamweight. Là ce sera Piotr, apparemment il faut dire Piotr, pas Peter. Piotr Jan, le russe, contre José Aldo, l'ancien champion featherweight, mais là qui est descendu en catégorie en bantamweight. Ce combat, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Donc ce combat entre Piotr Jan et José Aldo va se dérouler pour la ceinture bantamweight, qui a été vacante. Donc cette catégorie qui avait comme champion Henry Cejudo, qui a abandonné, Henry Cejudo qui a pris sa retraite récemment juste après sa victoire contre Dominic Cruz. Donc là, ce combat va se dérouler pour au moins savoir
pour avoir un nouveau champion de cette catégorie. Et donc ce combat est un peu bizarre pour certains parce que Piotr Jan il le mérite peut-être probablement de combattre, ou il l'aurait combattu pour la ceinture en tout cas. Si c'était pas maintenant, il l'aurait combattu après. Mais pourquoi José Aldo, qui est positionné en numéro 6 de cette catégorie, alors qu'il avait perdu contre Marlon Moraes, même si c'était serré, pourquoi Moraes ne combat pas pour la ceinture? C'est un peu bizarre, mais je pense que ça va être un combat quand même très intéressant. José Aldo qui a rien à prouver. C'était un ancien champion featherweight et donc il a énormément d'expérience. Il combat d'une façon agréable à voir et ça va être très très intéressant contre Piotr Jan qui lui a tout approuvé. On l'a vu gagner contre Uriah Faber d'une belle façon, mais c'était quand même quelqu'un qui avait 40 ans et qui venait de revenir de retraite. Et donc là, on va vraiment voir le potentiel, le niveau de Piotr Jan s'il peut assumer contre José Aldo, qui est un legit champion featherweight qui a combattu les meilleurs de tous les meilleurs de sa catégorie. Et voilà, combat très intéressant à voir et rien n'est sûr pour le résultat. Je pense que Piotr Jan a énormément de force dans ses points et s'il touche José Aldo, il pourra le mettre KO. Mais José Aldo va combattre d'une façon très intelligente et il va avoir un très bon game plan. Et je pense qu'il va quand même bien esquiver et essayer au moins au premier round d'esquiver les plus gros coups pour après pouvoir attaquer Piotr et le diminuer petit à petit. Je pense que c'est une stratégie qu'il fera. Mais pareil, imprévisible. Ça peut aller dans les deux sens, je pense. Donc quatrième combat ultra intéressant, c'est Jessica Andrade contre Rose Namajunas. Donc toutes les deux étaient anciennes championnes de strawweight en catégorie féminine. Donc Rose qui avait perdu contre Jessica Andrade justement, Rose qui était championne et Jessica l'a pris, l'a fait un takedown et l'a assommé. Donc c'était une belle victoire pour Jessica et Rose qui était un peu perturbée après cette défaite parce qu'elle voulait même, je pense, prendre sa retraite, mais elle a hésité beaucoup à revenir. Et là, je pense que c'est un beau combat pour elle pour essayer de revenir pour gagner cette ceinture, au moins venger sa défaite contre Jessica et peut-être combattre l'actuelle championne Weili Zhang, l'actuelle championne d'origine chinoise qui a gagné contre Johanna Jędrzejczyk. Désolé si je prononce mal son nom, c'est un peu compliqué pour moi. Mais voilà, donc si Rose gagne cette victoire et arrive à venger sa défaite, je pense que ça pourrait être un très beau combat contre l'actuelle championne Zhang. Et donc voilà, je pense que j'ai un peu revu tous les combats qui allaient se dérouler bientôt, dans les semaines qui arrivent. Donc voilà, je ferai sûrement des vidéos après le résultat de la semaine prochaine et celle de l'UFC 251 le 11 juillet. Donc voilà, j'ai fini l'analyse de la carte qui vient de se dérouler et les futurs combats qui arrivent dans les semaines qui viennent. Laissez-moi en commentaire vos remarques. Si jamais vous n'êtes pas d'accord avec moi, je répondrai. Et voilà, à bientôt. Ciao.